J'aime pas l'effet de levier parce que je pense que l'idée de l'investissement passif, c'est justement de ne rien faire. Or là, on réintroduit une notion pour gamifier le truc et revenir dans un espèce de casino. Sur des très longues périodes, sont plus de 30 ans, l'or n'a jamais surperformé la bourse. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'or ne produit pas de richesse. L'or, c'est un bout de métal qui est rare, mais c'est tout. Ça génère combien une laverie comme ça sur un an ou sur un mois, je sais pas. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on embarque sur un long courrier avec un mécanicien aéronautique. C'est parti. Salut Marceau. Donc t'es venu de l'aéroport. Non, tu vas aller à l'aéroport après cette vidéo. Tout à fait, oui. Et tu as un job assez étonnant. Tu es mécanicien aéronautique sur des gros porteurs. Et tu me disais tout à l'heure que c'était que sur des Boeing. Oui, tout à fait, ouais. Et donc en fait, comment ça se passe ? T'as un permis ? Comment tu peux finir sur un Boeing et pas sur un Airbus ? Ça, c'est notre entreprise qui décide. Ah, donc j'ai fait 3 ans d'alternance et puis je me suis fait embaucher par ma compagnie. Et puis aujourd'hui, je suis en CDI et ça me permet de vivre décemment. Ça se passe bien puisque ça se passe très bien, ouais. Tu es multipropriétaire à 21 ans, très très jeune, et tu as un patrimoine déjà très costaud de 157 000 euros brut, 47 000 euros net, donc j'imagine qu'il y a de l'immobilier tout à fait, ouais. dans l'histoire. Exactement. Et on voit ta note Finari, 97 sur 100, très bon élève, premier de la classe. Du coup, tu nous le disais, tu as 21 ans, tu gagnes 2900 euros par mois, tu es donc basé à CDG, à Charles de Gaulle, à l'aéroport. On regardait les salaires, en fait, comment ça fonctionne les salaires chez les mécaniciens ? Là, t'es quoi ? T'es plutôt sur un salaire de début ? Tu peux te projeter sur quoi dans quelques années ? Je suis sur un salaire de début et dans quelques années, si on inclut dans tout ça les primes, etc., on peut viser un petit 5 000 euros par mois. Si on reste en France, si je reste dans ma compagnie actuelle, je peux atteindre ce niveau-là après 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, ok. Ouais. Et pourquoi tu disais, si tu vas à l'étranger, ce serait plus, ce serait moins ? Après, tout dépend des compagnies. Après, à l'étranger, ça peut vite être plus, surtout si on travaille pour une boîte française, du coup, parce qu'on est rémunéré bien sûr, en mission. Ok, tu me disais que tu bossais de nuit. Ouais. Ça, pour toi, du coup, c'est comment tu t'organises concrètement ? C'est-à-dire que tu as quand même une vie qui est très décalée. On fait comme on peut. Je travaille pas tout le temps de nuit, je travaille en décalé en fait. Donc une fois je vais travailler le matin, une fois l'après-midi et une fois la nuit. Okay. Ça change tout le temps, toutes les semaines. C'est des rythmes de 4-3 jours, ça dépend. Ouais. Et comment on s'organise ? Écoute, on fait ce qu'on peut, puis on essaie de dormir correctement et de s'alimenter sainement. Ouais. Mais c'est un peu compliqué quand même. Après, ça a l'avantage de laisser quand même du temps libre justement à côté pour faire d'autres choses, quoi. Lancer soit travailler ou des passions, n'importe quoi. Ou l'immobilier a priori, puisque tu as acheté un appartement et que tu exploites en location courte durée, c'est un achat que fait quand tu avais 19 ans. Oui, tout à fait. Légèrement corrigé, en fait, c'est un ensemble immobilier que j'ai acheté. Okay. J'ai eu du pot dessus. Ouais. C'est la première annonce sur laquelle je suis tombé quand j'ai commencé à faire mes recherches après l'obtention de mon diplôme. Ouais. Parce que du coup, je savais que j'allais rester dans la région encore un petit moment, donc j'ai dit, il faut acheter tout de suite. Première annonce que tu vois, c'était ce tu visites et t'achètes. Ouais, avec les prix de l'immobilier aujourd'hui et surtout en région parisienne, c'est ce qui était le plus rentable entre guillemets. Du coup, j'ai 2 studios sur la même propriété, ils sont bien distincts. Donc j'en ai un qui est ma résidence principale et puis l'autre du coup un petit Airbnb. Ok, donc tu as acheté ta RP et du coup tu peux exploiter un bien qui en plus est situé littéralement à côté de chez toi. Voilà, donc je traverse le jardin. Ouais, voilà, donc facile. Et donc tu l'exploites sur Airbnb. Ouais. Qu'on resitue un petit peu, toi c'était quoi le bagage financier que tu avais dans ta famille ? Vous parliez argent, tes parents, Mes parents connaissent le sujet ? Oui, mais enfin ils connaissent l'immobilier. Mes parents sont marchands de biens. Ok, ouais. Donc avant ça, mon père était artisan menuisier. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans. Ouais. Et ça c'est un avantage. Et justement ils nous ont, moi et ma sœur, appris à nous débrouiller tout seuls et à se payer les choses nous-mêmes. Donc j'ai pas d'héritage, j'ai rien du tout. Je me débrouille comme je peux. Et ils surveillent un petit peu de loin de temps en temps, mais autrement, voilà. Ok, donc tu as été mis en autonomie très vite. Ouais. Et du coup, tu as des objectifs hyper ambitieux. Tu veux générer 10 000 euros de revenus passifs par mois et tu veux assurer la sécurité financière de ta famille. Et ça, c'est quelque chose que tu vises d'ici 20 ans. Pourquoi 10 000 euros par mois ? C'est un chiffre rond. Ouais, t'aurais plutôt confortable. Oui, mais il est plutôt confortable celui-là. Il est très confortable. Plus que 5 000 en tout cas. Ouais. Et puis, au vu de comment va le monde, déjà là 5000 ici en région parisienne, ça commence à être compliqué. Ouais, tu parles de l'inflation, des prix. Ouais. Exactement. Et donc 10 000 euros par mois, je pense que c'est pas mal. C'est plutôt safe. Et à ce moment-là, tu dois encore travailler, toi ? Dans l'idée, j'aimerais pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Pas avoir d'obligation le matin quand je me lève. Bien sûr, ouais. Donc c'est toi qui fais ton agenda. Voilà, exactement. Tu veux aussi atteindre 100 000 euros de patrimoine net dans les 4 prochaines années. On rappelle que tu es à 47 000 euros aujourd'hui, donc on va voir tout à l'heure si c'est possible. Tu nous as partagé ton cash
cash flow qui se décompose comme suit. Il y a ton salaire, ça c'est du net, 2900 euros. Ouais, c'est une moyenne. C'est une moyenne parce qu'il y a des primes. Ouais, exactement. C'est une moyenne. En moyenne, c'est 2900 euros. Ok. Et ensuite, tu as l'allocation courte durée. Ça, c'est après les frais, avant les frais. Non, brut. Brut, ok. Ouais. Ensuite, tu investis beaucoup. Donc, tu as un apport pour une laverie. Ouais. Je sais pas si peut-être qu'on va en parler après. On va regarder. Tu investis sur ton PEA, donc en bourse, sur ton assurance vie. Et tu as un peu de crypto. Tu as aussi un crédit à rembourser qui est un crédit pour les lots, du coup, j'imagine. Oui, pour le lot. Pour le complet, lot. j'ai un seul crédit pour les 2 logements. C'est intéressant. Tu touches 750 euros de loyer pour un bien et tu rembourses 615 euros pour ce bien et ta résidence principale. Donc c'est un bon achat. C'est un bon achat. C'est un très bon achat. Je confirme. L'électricité, 105 euros, l'eau, la taxe foncière, etc. Bon, ça a l'air très cohérent. Pas beaucoup de courses, mais tu nous as dit que tu étais célibataire, donc voilà. Restaurant d'entreprise, donc tu manges. Ouais, ça c'est la cantine de la tu boîte. manges sur place. Ouais. L'essence, parce que tu vas en voiture au boulot. Ouais. Charles de Gaulle oblige. Acheter une voiture à crédit. Donc... Non. Pas tout à fait. Non. C'est un prêt de la part de. C'est un prêt familial. C'est de la part de ma grand-mère. Ok. Voilà, c'est une avance. C'est une avance, tu as une assurance pour cette auto et ensuite tu as tout un tas de petits abonnements. Tiens, OpenAI, tu payes ChatGPT. Ouais, j'ai passé le pas. Ouais, c'est un aller sans retour, je pense. Ouais. D'ailleurs, si vous ne voulez pas payer l'abonnement Finari, il y a une façon super simple, c'est d'inviter des amis. Chaque fois qu'un ami s'inscrit et connecte 2 comptes, on vous offre 1 mois gratuit. C'est illimité. Du coup, cash flow hyper équilibré. Tu investis 43% de ton revenu, pardon. Tu pourrais monter à 50%, mais c'est énorme déjà en réalité. Hein. C'est un réflexe que tu as pris suite aux discussions avec tes parents sur l'IMO. La bourse, ça a été quoi le facteur qui t'a permis de te lancer? Moi tout seul. Okay. La découverte de Finari aussi. Okay. La découverte de ton livre que j'ai beaucoup apprécié. Puis ouais, l'intérêt général que j'ai pour mes finances perso en fait, c'est ça. T'en parles avec tes collègues? Un petit peu. Du coup, sur ta stratégie, donc tu mets 1000 euros par mois, c'est l'apport qu'on voyait tout à l'heure pour la laverie. Tout à fait. Tu as un projet du coup de laverie libre service premium à Compiègne et l'objectif c'est de réinvestir les cash flows via une future SCI. Comment ça va s'organiser ce laverie? Dans un monde idéal, j'aimerais du coup durant l'année 2026 ouvrir une laverie du coup sur le secteur de Compiègne, qui j'espère pourra me permettre de dégager un bénéfice et ce bénéfice ne pas me verser de salaire avec celui-ci et le réinvestir via une SCI pour me construire un patrimoine immobilier puis accélérer en fait la croissance de mon patrimoine. Pardon. Et pourquoi la laverie? C'est passif. Ouais, c'est passif, mais t'as eu des amis qui ont baigné dedans, enfin, c'est un secteur que tu connais? Absolument pas, je connais pas, je découvre tous les jours. Donc t'es en train de te former là? Je suis actuellement en train de me former, ça fait 4-5 mois que je travaille là-dessus. Et là je commence sérieusement à aller voir les banques, visiter des locaux, et puis me mettre en contact avec des fournisseurs pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est vrai que c'est un des business qui est souvent cité comme un business passif potentiellement, parce que les gens ils viennent, ils payent. Tout est pilotable à distance. Tout est pilotable à distance. La plupart du temps. Ouais, faut quand même que tu aies des gens qui rechargent les machines et tout. Oui, forcément ça, mais après c'est pas souvent quoi. C'est pas souvent, ouais. C'est en moyenne entre 1 et 3 fois dans la semaine. Ça génère combien une laverie comme ça sur un an ou sur un mois, je sais pas, c'est quoi le chiffre d'affaires que tu peux anticiper? Alors pour l'instant, moi les estimations que j'en ai fait, je dis sur 45 000 euros de CA sur la première année. Sur une année? Ouais. Ok. Et t'es rentable avec ça? Pas la première année dû à l'amortissement du matériel, mais à partir de la deuxième année, on est en bénéfice de 3 000 euros. Ok, donc ça va assez vite. Ouais. Après l'estimation à prendre avec des pincettes parce que c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, trouvé sur internet. Okay. Et là justement en fait je cherche des fournisseurs qui seront là pour m'accompagner du début jusqu'à la fin, qui eux feront une étude de marché et un business plan beaucoup plus avec des vraies données. Évidemment important, mais bon en tout cas, et ça tu comptes le faire en plus de ton boulot? Oui tout à fait, oui c'est absolument pas pour remplacer mon emploi actuel. Donc c'est en plus, t'as ton bien en location courte durée, on l'a dit tout à l'heure, c'est un super investissement qui te permet d'avoir un taux d'épargne extrêmement élevé. Tout à fait. Et l'objectif, tu l'as dit, c'est la laverie. Tu vas acheter des biens immobiliers en parallèle de la laverie ou déjà tu te concentres sur cette laverie? Pour l'instant je me concentre sur la laverie. Okay. Horizon 1 à 3 ans après l'ouverture, financer l'achat de murs pour une seconde laverie si vraiment ça marche bien et que je suis dans le truc et que ça me plaît. Là il y a déjà un plan. Ensuite investis en bourse, le PEA, 300 euros, ETF World Europe en plus, dans lequel il y a déjà dans le World il y a déjà de l'Europe en réalité, mais tu renforces l'Europe. Okay. Tu as une conviction particulière sur le continent européen? Absolument pas, surtout pour la diversification. Tu veux quoi, limiter l'impact des États-Unis? Oui, tout à fait. Okay. Du fait qu'il y a quand même 70% d'États-Unis dans le World, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça a dû dû augmenter encore, mais... Ouais, c'était pour diversifier un petit peu et puis réduire leur impact. Ensuite, assurance vie, marché émergent, small cap,
américaine, et ensuite 2 SCPI, Hiroko Zen et Épargne Pierre, qui fait un total de 200 € tous les mois. Et enfin, un peu de crypto, Coin, Ethereum, une allocation assez pour simple. La diversification. Pour la diversification, ok. Tu as 3 questions. Ma stratégie est-elle viable? Que penses-tu d'un Nasdaq x2 et de leur physique? Dois-je continuer à me diversifier ou au contraire me recentrer? Alors, du coup, on va regarder ton Finari. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, il y a les biens immobiliers. Tu fais déjà une plus-value sur ces biens. Tu as fait des travaux? Ouais, absolument. Ouais. J'ai tout rénové du coup avec l'aide de mon père. Ok. Voilà, on a fait ça ensemble tous les deux. Ça s'est très bien passé. Et puis, ouais, du coup, c'était un achat qui en tout m'a coûté 120 000. Ouais. Et actuellement valorisé à 145. Une belle opération. Tu as emprunté à 3,70. Ouais. Donc on dit souvent la période incroyable, les taux à 1%. Toi, tu n'as pas eu un taux à 1%. Non, j'ai pas eu cette chance. Tu as eu un taux assez, enfin pas élevé, mais un taux normal, quoi. Et pourtant, tu as quand même fait une opération très rentable. Tu penses que c'est la personne en face a mal vendu ou elle était pressée? Enfin, qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu un si gros écart? Ou c'est les travaux qui ont créé de la valeur? Les travaux ont créé de la valeur parce que j'ai fait 2 appartements, 2 studios de 30 mètres carrés avec 20 000 €. Et il y avait un appartement à l'origine? Tu as divisé un appartement? Ou non, absolument déjà pas. Non, c'est vraiment 2 studios distincts. Okay. Il y a un jardin entre les deux. Ok, mais qui n'était pas en bon état ou qui n'était pas rénové? Tout était à refaire. C'est vraiment t'as créé de la valeur avec gros des rafraîchissement. Ouais. Ensuite, tu as des livrets A, le LDD, le LEP pour toi, livret d'épargne populaire, pas possible. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, ça veut dire que tu gagnes aussi très bien ta vie. Des comptes courants, 3 000 € sur un compte courant, ça sert à quoi d'avoir autant de liquidité? Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de paye. Ah, ok. À l'heure où on tourne la vidéo, c'est jour de paye. Je viens de recevoir ma paye. Donc ça, c'est plutôt. Et tous mes virements sont en automatique. Trop bien. Donc là, à partir du 1er. Tout part au bon endroit. Voilà, tout part au bon endroit. Ensuite, tu as le plan d'épargne en action Fortuneo, si ouais. je ne m'abuse, c'est le logo. On va regarder ça. Tu nous as dit de toute façon, c'est le iShares World, vraiment pas cher celui-là en termes de frais. Tu as le BNP Eurostoxx 50, un deuxième MSCI World. Ouais, j'avais commencé à investir dans le PEA sur un ETF monde via Bourseau au début. Oui. Enfin, il est moins cher le nouveau, j'avais commencé sur le iShares. Ah, il est encore moins cher le Amundi en fait. C'est le nouveau. Ouais, il avait tellement bien marché le iShares que Bourseau limitait le passage d'ordre et il fallait investir minimum 500 € sur ce support. Donc du coup c'est pour ça que j'ai rebasculé sur le Amundi. Bon, ça c'est tout optimisé, hein, j'ai l'impression. En termes d'exposition, tu l'as dit, t'es moins exposé aux États-Unis, donc tu as surpondéré l'Europe. On va se demander si les émergents sont intéressants, on regardera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Assurance vie, dans laquelle il y avait 2 choses. Il y avait du small cap US. Small cap US que tu aurais pu faire dans ton PEA aussi. Pourquoi le faire ici? Pour avoir une justification du versement que je fais sur mon assurance vie, je dirais. Donc en soi, tu pourrais tout mettre sur ton PEA. En soi, oui. Ok. Ouais. Mais tu voulais prendre date sur l'assurance vie, j'imagine. Tout à fait. Et pour justifier ma date, je préférais faire quelque chose avec. Et donc, tu as fait aussi du India, qui pour l'instant... Ouais, ça fait quelques semaines, là, il aime pas trop. Il est un peu dans le rouge. Ok. Il est un peu en difficulté, mais le small cap, lui, va plutôt bien. Et d'ailleurs, on voyait dans la partie IMO que tu avais aussi de la SCPI là-dedans. Ouais. Et donc, tu as Hiroko Zen et Épargne Pierre. 100 000 € de patrimoine dans 4 ans. Bon, j'ai pris le simulateur qui est disponible gratuitement sur Finari. On va vous mettre le lien si ça vous intéresse. 47 000 € de patrimoine actuel, 6% de bourse, beaucoup d'immobilier, logiquement. Tu investis 19 000 € au total par an, c'est pas mal, dont 37% en bourse, donc on a vraiment pris la répartition que tu as actuellement. 4 ans, si on prend un taux croissance, évidemment, du tout garanti, assez conservateur en réalité de 6%, avec une inflation de 2% d'inflation, imposition d'ailleurs au PE 17,2 parce que c'est du PEA. Ça te fait un patrimoine de 125 000 €. Bon, là, tu es super bien parti pour les 100 000 €. Après, tu as un deuxième objectif qui était de générer 10 000 € de revenus passifs dans 20 ans. Ça, un peu plus compliqué à atteindre celui-ci. Plus compliqué, même si tu es 100% en bourse. Donc, quand même plutôt risqué comme allocation, hein, on va pas se leurrer. Là, on a mis 6% de rendement, on peut dire, bon, allez, soyons un peu plus optimistes, mettons 8 pour voir. On est quand même très loin du compte. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait accélérer ta création de valeur? Il faudrait que tu investisses plus, tu gagnes plus. Ça, je pense que ça dépendra de ton side business, hein, en réalité. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Je pense que là, dans la simulation, du coup, on n'inclut pas le développement à côté de l'immobilier. Non, là, on se dit que tu vas investir le même montant chaque année. Tout à fait. Donc, on pourrait aussi dire que tu investis de plus en plus au fil des années. Là, évidemment, ça fera une différence. Mais si on te dit par exemple que, je sais pas, tu investis 35 000 €, bah, ça fait une différence. Mais bon, les 10 000 € par mois, ils sont quand même très ambitieux. Après, n'oublie pas que tu es encore très jeune. Si on se dit par exemple 40 ans, bon, peut-être pas sur 470 ans, mais sur 40 ans, tu vois. Okay. Après, n'oubliez pas que 8 000 € par mois dans 40 ans,
auront beaucoup moins de valeur qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi prendre ça en compte, d'où l'importance d'être investi dans des actifs qui se protègent contre l'inflation, ce qui est le cas de l'immobilier, tu peux augmenter tes loyers, ce qui est le cas des actions, parce que les entreprises peuvent augmenter leur prix, ce qui n'est pas le cas typiquement d'un livret. Le rendement, généralement corrélé à l'inflation, et le livret en l'occurrence, c'est moins, perd du pouvoir d'achat. Donc deuxième objectif, ça me semble actuellement irréalisable en l'état sur 20 ans, mais sur une période plus longue. De toute façon, tu es là pour le long terme. A priori, je ne m'inquiète pas trop. Et puis comme tu l'as dit, toujours ton side business qui sera la variable d'ajustement. Ou peut-être que, je sais pas, tu iras bosser dans un pays, tu iras aux Émirats Arabes Unis, et il n'y a pas d'impôt là-bas, et donc forcément ton revenu va être décuplé. C'est aussi possible, tu vois. Tu peux aussi te dire, tiens, je vais me faire 5 ans dans un autre pays avec un gros salaire pour essayer vraiment d'investir comme un dingue pour derrière pouvoir un peu lever le pied. Voilà, c'est aussi possible, ça dépend du projet de vie. Sur la question de ta stratégie et de sa viabilité, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. En réalité, moi je trouve que ta stratégie est hyper viable. Là, certes, tu es écrasé par l'immobilier, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu as un actif immobilier qui est rentable et tu as un plan pour en acheter d'autres. Très cool. Sur la partie financière, en fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est regarder les corrélations. Pour rappel, si la corrélation est de 1, ça veut dire que la volatilité de l'actif est la même. Donc là, on voit que le MSCI World de iShares a une corrélation parfaite avec le MSCI World d'Amundi. Ce qui est plutôt rassurant puisque c'est la même chose. C'est censé être bon signe. Voilà, ça aurait été inquiétant si ce n'était pas le cas. Par contre, on voit qu'à l'inverse, par exemple, le Russell, donc les small cap US, sont très peu corrélés avec les actions indiennes. Encore une fois, rien de surprenant. Mais c'est intéressant de le regarder comme ça parce qu'on voit aussi que le MSCI World et le Russell sont relativement corrélés, probablement parce que les États-Unis pèsent très lourd dans la balance. Donc on s'est dit, tiens, à quoi ça pourrait ressembler un portefeuille un peu rééquilibré? Moi, la première chose, mais je te le disais déjà tout à l'heure, c'est que tu pourrais, d'un point de vue fiscalité, optimiser en investissant que via ton PEA. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, tu pourrais en réalité laisser 50 ou 100 euros, 150 euros, je ne sais pas quel est le minimum sur ce contrat. Justement, pour revenir là-dessus, normalement, si mon projet de laverie voit le jour et donc que je n'ai plus besoin de mettre 1000 euros sur mes livrets pour constituer un apport, je comptais augmenter mon PEA à 800 euros au lieu des 300 actuels et laisser mon assurance vie à 200. Donc tu toucheras pas à l'assurance vie, mais tu augmentes le PEA. Et du coup, on s'est demandé à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça, c'est ton allocation actuelle globale en fait, si on prend du recul. Un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin, du small cap, du India, un peu d'Europe, pas mal d'Europe en réalité, presque 25%, et surtout du monde. Maintenant, si on veut un peu plus diversifier, tu pourrais garder la partie monde, qui est très bien, augmenter la partie Europe, et surtout, je pense que concrètement, t'éliminerais l'Ethereum pour que garder le Bitcoin, qui est en train aussi de prendre le pas. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de crypto qui se demandent quand est-ce que le bull market ou les altcoins partiront enfin. Je sais pas, en tout cas pour l'instant il n'y a pas de signe avant-coureur. Et aussi peut-être plutôt que d'avoir du India et du small cap, merger ça sur un ETF emerging markets plus global, d'aller toucher plus de pays et aussi d'éliminer du coup la poche small cap américaine, parce que tu me disais que toi tu voulais limiter la surpondération américaine. Or, en mettant du Russell, du small cap à US, quelque part, t'enlèves à Pierre pour redonner à Paul. Donc là, on enlève aux deux et on met plus sur l'Europe. Et on prend un indice qui est plus large que l'Inde. Parce que si demain l'Inde va mal, peut-être que, je sais pas, un autre pays, l'Indonésie, lui, sera en folie. C'est le cas actuellement. Voilà, exactement. L'Inde va mal, mais peut-être que son voisin va très bien. Et donc l'idée, c'est évidemment de limiter la volatilité. On va regarder les pays qu'il y a dans le Emerging Markets. Donc là, le Emerging Markets, celui-là, à vérifier s'il est PEA compatible. Mais bon, c'est juste à titre d'information. Vous avez la Chine, évidemment. Vous avez Taïwan, le meilleur ami de la Chine, ou le meilleur ennemi, je sais pas. Corée du Sud, l'Inde. Tu vois, en fait, l'Inde est un relativement petit pays, puisque on voit que quasiment les 3/4 de l'indice, c'est les 3 premiers pays dont ne fait pas partie l'Inde. Toujours est-il que ça pourrait être une idée de rééquilibrer en limitant l'exposition US et en mettant sur un indice un peu plus large dans une zone qui est quand même assez risquée. La volatilité de la région émergente est beaucoup plus élevée que la volatilité des marchés établis. Qu'est-ce que je pense d'un Nasdaq x2 et de leur physique? Moi, j'aime pas les ETF avec de l'effet de levier parce que... T'as pas changé d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Je sais plus si je le dis dans mon livre, mais moi, j'aime pas l'effet de levier parce que je pense que l'idée de l'investissement passif, c'est justement de ne rien faire. Or, là, on réintroduit une notion pour gamifier le truc et revenir dans un espèce de casino. Les dernières années... Je vois ce que tu veux dire. Enfin, faire du x2, c'était une super bonne idée, clairement. C'est juste que c'est très simple de regarder les performances passées et de se dire « Ah oui, si j'avais fait ça... » j'aurais été super bon. Donc, très difficile pour moi de te recommander quoi que ce soit à ce niveau-là parce que moi, je ne suis pas fan. J'ai jamais fait d'ETF avec du levier et je ne pense pas que ce soit un produit dont tu as besoin d'un investisseur individuel. Le rendement annualisé du Nasdaq de mémoire, c'est aux alentours des 15%. C'est énorme déjà. Donc je pense que c'est déjà génial. Il suffit d'une mauvaise année, de rentrer au mauvais moment, d'avoir un petit coup de mou dans sa vie, de devoir sortir de l'argent et on peut acheter au plus haut, vendre au plus bas et
le levier va amplifier vraiment ses pertes. Je pense que c'est pas une très bonne idée. L'autre énorme risque des ETF à effet de levier, c'est le bêta slippage. Parce que c'est vrai que sur le papier, on se dit, mais si le Nasdaq augmente de 15% par an, bah moi, si je fais x2, je fais 30. Ça a l'air hyper simple. Le problème, c'est quand on a des marchés baissiers, et je vous invite à lire cet article de mon ami Nicolas, c'est lui qui l'a rédigé, mais en tout cas, c'est son blog. On voit que en fait, la performance est grignoter jour après jour parce que le levier il est appliqué sur la performance quotidienne. Donc chaque jour on vient réinitialiser la performance et on voit dans un marché haussier, c'est génial. Effectivement, on peut d'ailleurs faire beaucoup plus que x2 puisque on vient vraiment multiplier par 2 les performances qui sont de plus en plus grosses. Par contre, dans un marché baissier, c'est assez catastrophique. On voit là, typiquement, ça c'est guerre en Ukraine, je pense. Hop, là on se fait écraser. Et l'exemple qui est donné, qui est assez, qui est vraiment extrême, mais c'est aussi pour vous mettre en garde, c'est si vous avez un ETF avec un levier x3, je ne sais pas si ça existe sur le PEA, mais il y a des 3X, eh bien vous pouvez, si l'indice perd 34%, tout perdre dans la journée, puisque ce sera calculé sur la journée même. Donc s'il y a une très mauvaise journée, vous pouvez perdre 100% de votre capital. Donc c'est ça le risque, mais même si vous êtes à x2, la performance va être catastrophique et ça sera extrêmement dur de s'en remettre. Donc sur le long terme, c'est un outil plutôt spéculatif, réservé à des gens qui sont avertis, pas du tout adapté à l'épargne. L'or physique, ce qui est très étonnant sur l'or, je sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas c'est dingue, c'est que l'or a dépassé le S&P 500 sur les 20 dernières années. Donc sur les 20 dernières années, il fallait mieux acheter de l'or que de la bourse. Plutôt surprenant, mais voilà, il n'y a qu'à regarder le marché. Le marché est complètement fou, le prix s'envole. Et donc on est dans un marché qui est très paradoxal, et même c'est très récent en réalité. Toute cette hausse, vous voyez, on était à 1500 et on a fait x4, x3 pardon, concrètement. Donc c'est dingue. Et on est dans un marché où l'or est au plus haut et le S&P 500 vient aussi de taper les 7000 points. Donc en fait, on est dans un marché où l'or, un actif de diversification, et les marchés actions, actifs risk-on, donc très risqués, sont tous les deux au plus haut. Généralement, c'est pas très bon signe. Est-ce qu'il faut avoir de l'or ? J'en parle dans la nouvelle version de mon livre, mais je vous le donne en spoiler. Si vous voulez vous diversifier, pourquoi pas à la limite. Mais par contre, sur des très longues périodes, 30 ans, l'or n'a jamais surperformé la bourse parce que l'or ne produit pas de richesse. L'or, c'est un bout de métal qui est rare, mais c'est tout. Une entreprise produit de la richesse, innove, se réinvente. C'est pour ça que Warren Buffett n'aimait pas l'or. Donc si tu veux acheter de l'or, tu vois, à la marge, pourquoi pas ? Est-ce que après il faut acheter de l'or physique ? Bon, ça j'en parle dans le livre, mais en gros, après avoir parlé avec beaucoup d'experts, tout le monde converge vers, tu veux investir des gros montants, c'est plus simple d'investir dans de l'or papier, parce que comme ça t'as pas à gérer le stockage, etc. Si tu veux investir des montants un peu plus petits et que tu veux contrôler surtout ton or, tu peux acheter des pièces, et surtout pensez bien à acheter des pièces individuelles et à sceller chaque pièce avec la facture à l'intérieur, puisque ça, si vous les revendez au bout d'un certain temps, vous n'avez pas de fiscalité, vous limitez la fiscalité, tout un schéma autour de ça. Mais si vous avez bien chaque pièce scellée avec la facture, vous pouvez prouver la date d'achat et donc vous pouvez prétendre à une fiscalité qui est très très favorable. C'était juste au cas où. Histoire 2. Histoire 2 et au cas où. C'est ce que fait un peu tout le monde. L'or, c'est histoire 2 et historiquement, c'est ce que faisaient nos grands-parents, je pense. Donc voilà. Perso, on finit par ta note qui est excellente. Très bon élève. T'étais bon élève à l'école ? Pas du tout. Et voilà, t'es bon élève. Un des pires. Un des pires, tu vois, comme quoi. Les derniers sont les premiers. En tout cas, sur l'investissement, t'as très bien performé. Niveau budget, nickel. Tu gagnes beaucoup plus que tu ne dépenses. Tu te payes en premier, tu l'as dit, t'as des virements automatiques. Ça, c'est vraiment l'histoire du système. T'as pas à réfléchir, peu importe ce qui se passe. T'as pas le choix aussi. Oui, puis je les oublie. Voilà, exactement. Mais ça, c'est les meilleurs investissements, c'est ceux qu'on oublie. L'idée, c'est pas que ça vous pollue l'esprit et que vous y pensiez. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime pas les leviers, parce que si la bourse fait moins 5%, vous allez vous dire, ah merde, moi j'ai un effet de levier, je vais perdre 10%. Donc, faut pas que ça vous prenne la tête. T'as un matelas de sécurité pour un projet. Donc ça, c'est bien. T'investis en bourse. T'es dans ton PEA, même si t'as pas tout mis dans ton PEA, mais bon, ça, on en a parlé. T'as des ETF, donc ça au niveau des frais t'es top. T'as un peu d'overlap entre tes ETF, mais rien de gravissime. Les frais, le DCA, un peu de stock picking, etc. D'ailleurs, on n'a pas regardé ton CTO, mais c'est marginal. T'as acheté avec un emprunt, t'as bien acheté. Tu fais un peu de crypto et tu fais du DCA et voilà, ça reste petit dans ton patrimoine. T'investis en soi, t'as une vision en toi, t'as une vision très long-termiste, t'as un objectif super bien défini. Le seul truc qui reste, c'est peut-être que ton patrimoine est pas très liquide, dû à l'immobilier, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un peu ton expertise, donc t'as trouvé ta niche, et donc ça te fait une note de 97 sur 100. Franchement, il n'y a pas grand chose à optimiser, ce n'est un peu l'allocation ETF. Donc bravo Marceau. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui ont ton âge et qui ont du mal à se lancer ? La première chose à faire déjà, c'est s'investir en soi, s'informer. Toi, tu as commencé par te former avant de faire tes premiers investissements ? Ouais, j'ai commencé au tout début par la crypto, parce que c'était un truc que je trouvais fou.
Qui est très risqué d'ailleurs. Qui est très risqué aussi, et j'aime bien ça. Ouais. Et ouais, j'ai commencé par la crypto, mais avant de passer mon premier ordre d'achat, j'ai quand même commencé par lire des bouquins, trouvés en librairie, plus basiques. Puis après, j'ai dû laisser tomber un petit peu les investissements, dû à des soucis perso. Et puis quand j'ai pu m'y remettre, c'est là que j'ai découvert Finari. Okay. Et que du coup, j'ai acheté ton livre, et c'est là où je me suis vraiment replongé dedans. Et qu'après, j'ai dit, ok, ce coup-là, j'ouvre mon PEA, je commence à ouvrir des assurances vie, etc. J'y vais à fond. Trop bien. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez vous asseoir dans le même fauteuil que Marceau la semaine prochaine ou dans les mois à venir, eh bien, vous postulez. Le lien est dans la description. Peut-être que Marceau, on se revoit dans un an pour faire le bilan sur Talavry. Ça serait avec grand plaisir, carrément. Exactement. Ou alors tu m'invites à Charles de Gaulle pour qu'on aille réparer des avions. Voilà, qui sait. Ça mène à tout YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao. Salut.